Bienvenue à toutes et à tous. C'est une première pour nous d'organiser ce type de format, table ronde, dans nos locaux à Lyon. Et donc, on est très heureux de pouvoir travailler ce type de format avec vous. Je remercie d'ailleurs d'ores et déjà toute l'équipe marketing, Inès, Aurélie, Camille, qui doivent être par là, qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Alors, on est très heureux d'accueillir l'écosystème cyber et IT, en tout cas une partie de l'écosystème cyber et IT de Lyon. C'est vrai que pour nous, c'est toujours un objectif de pouvoir créer des moments d'échange utiles pour la communauté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Coulet, je suis un des deux fondateurs de la société Nassi, avec mon camarade Cyril, qui est avec nous ce matin. Et ça fait aujourd'hui bientôt 25 ans que je travaille dans le monde de la cybersécurité. Alors j'ai vu la cybersécurité évoluer, se structurer, se renforcer et se diffuser dans les différentes organisations. C'est vrai que la cyber, c'est une fonction transverse dans l'organisation. Et l'équipe cyber toute seule, elle ne fait pas grand-chose, in fine, et elle a besoin d'interagir avec un certain nombre d'entités, le top management évidemment, les directions informatiques, les opérations, l'audit interne, etc., etc. Et toutes ces interactions nécessitent du coup une chose essentielle qui est la collaboration. Et une collaboration efficace, évidemment, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça nécessite de la confiance, et pour moi, ça repose sur deux éléments à minima essentiels, qui sont d'une part la crédibilité au travers de la compétence, finalement, expertise technique qu'on peut avoir, mais aussi et également une autre partie tout aussi importante, qui est la capacité à pouvoir s'adapter avec les différentes parties prenantes auxquelles on est amené à échanger, et notamment la capacité à vulgariser, la capacité à pouvoir traduire des enjeux finalement relativement techniques dans le vocabulaire adapté avec les personnes avec qui on interagit. Et ça, donc c'est un élément qui est souvent très important et sur lequel on va avoir l'occasion de revenir un peu ce matin. Alors, parmi toutes ces relations, il y a une interaction qui est très importante et très structurante pour la performance de la cyber, c'est l'interaction entre le DSI et le RSSI, et c'est ce que je vous propose d'explorer ce matin, avec nos deux invités, donc Franck, qui est RSSI du groupe Artelia, et Émeric, qui est DSI du groupe Aden, donc je vais laisser se présenter juste après. Pour terminer peut-être mon introduction, le format qu'on a choisi, donc on a 40 minutes environ d'échange, tous les trois, et puis après, l'objectif c'est de pouvoir interagir aussi avec vous par rapport à ce que vous aurez entendu, et puis peut-être compléter les témoignages par rapport à ce qui aurait été évoqué ce matin. Voilà, place à l'interview. Alors peut-être pour démarrer, messieurs, je vais demander peut-être de vous commencer par vous présenter. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, je vous laisse... Et donc vous présentez succinctement, on va commencer par Franck. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Franck Martel-Baninga, je viens de Grenoble. Je travaille donc, comme Julien l'a dit, pour le groupe Artelia depuis 2014. Avant j'étais dans l'intégration, réseau, sécurité, communication unifiée, donc côté service, et je me suis fait débaucher donc en 2014 par le DSI du groupe Artelia. J'ai occupé un poste de CTO jusqu'à il y a 3-4 ans où j'ai pris la fonction de RSSI. Oui. D'abord, merci Julien et Nassi d'organiser cet événement. C'est une bonne manière d'échanger. Donc, Émeric Lacroix, je travaille dans une société qui s'appelle Aden. Le métier d'Aden, c'est de l'expertise en assurance. Donc, on a différentes branches. Sinistre automobile, sinistre property, sinistre responsabilité civile. On est une entreprise d'origine française, on se développe à l'international. Je suis dans cette société depuis la création. Donc c'est une société qui a été créée par un rapprochement d'entités plus petites en 2009. Et voilà. Eh bien, merci pour ce premier partage. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur notre discussion avec un sujet autour du top management, parce que c'est une relation, une collaboration dont on parle souvent, et puis auquel vous êtes tous les deux finalement rodés, et vous avez l'habitude d'assister à ce genre ou de participer à des COMEX. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Quel est votre sentiment sur ce qui est attendu finalement du COMEX par rapport à votre position aujourd'hui et par rapport au sujet de la cyber? Je ne sais pas si Émeric, tu veux peut-être démarrer. En tout cas, une des difficultés dans le quotidien, quand on parle de COMEX, c'est que finalement le COMEX, c'est une pluralité d'individus et qu'on va avoir des attentes qui sont différentes, en fait, notamment sur les niveaux d'information et les niveaux d'alerte. Et vous pouvez avoir des interlocuteurs qui sont très synthétiques et qui veulent uniquement qu'on leur présente les risques sur lesquels ils sont censés se positionner ou intervenir. D'autres, au contraire, qui sont plus dans le contrôle, plus analytiques, plus dans le détail
et qui ont un besoin, d'informations très, très précises et détaillées. En tout cas, moi, dans mon quotidien, je trouve que c'est un des enjeux avec le RSSI de co-présenter un niveau d'information qui répond à des attentes finalement variées. Voilà, après... Donc on vient au sujet notamment de vulgariser ou de traduire en fait dans le bon langage par rapport aux différentes personnes que tu peux être amené à côtoyer, quoi. Oui, Pluralité. il y a s'adapter aux interlocuteurs, évidemment. Voilà. Après, moi, j'ai toujours souhaité introduire aussi des tiers dans la relation, parce qu'il y a un enjeu de confiance. La confiance, elle a une dimension interpersonnelle. On se connaît depuis longtemps, j'ai délivré les promesses, etc. Mais avoir un tiers sur des sujets très techniques, avoir des audits externes, avoir des contrôleurs, des sociétés telles que Exclume ou Tenaci aussi qui viennent à nos côtés, je trouve que c'est très précieux parce que voilà, ça triangule et ça permet d'asseoir la relation de confiance, des choix aussi, parce qu'il ne s'agit pas le jour où l'incident ou le risque se réalise, l'incident arrive, de tomber en règlement de compte. Il faut que tout le monde ait l'impression qu'on s'est bien compris, que peut-être que le risque qui se réalise, il avait été à peu près vu, il avait été accepté. Voilà. Ok, merci Émeric. Et toi, Franck, alors du coup, en lien avec le COMEX, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que je peux dire. Alors déjà, je suis pas membre du COMEX. Donc la difficulté, un sujet en tout cas, sans parler de difficulté, hein, c'est de comprendre effectivement ce comité exécutif qui est composé de plusieurs personnes. Quelle est sa perception de la sécurité? Ça, c'est le point de départ. Ensuite, c'est quelle est son appétence pour le sujet? Parce que l'objectif du COMEX, hein, chez nous, c'est de faire tourner l'ingénierie. Après, il y a des moyens support, donc leur priorité, c'est de faire du business. En quoi la sécurité peut être booster pour le business? Combien ça va coûter? Ça, c'est important. Leur temps est compté, donc il faut arriver à expliquer un sujet complexe à des gens qui n'ont pas le temps et qui veulent simplifier les choses pour des raisons justement de disponibilité de temps. Et ça, c'est pas possible déjà. Donc simplifier quelque chose de complexe, si par définition il est complexe, il reste complexe. Donc c'est ça, sans les froisser, en tenant compte de leur personnalité. Donc vaste sujet. Donc comme je le disais, moi je suis pas membre du COMEX. Après j'ai une relation particulière avec mon DG, liée à une histoire qu'on a vécue ensemble, donc ça c'est important. Il y a une relation de confiance, il y a une valeur humaine aussi dans ce groupe, hein. En tout cas des valeurs humaines, on accorde de l'importance à ça et je pense que culturellement... Tu pourrais peut-être préciser, parce que quand tu m'as préparé, tu m'as raconté effectivement, tout à l'heure tu n'as pas l'appel à l'anecdote, mais quand il t'a appelé le samedi soir de l'incident, parce que c'est ça dont tu parles, le directeur général. Oui. Quelle est la première question qu'il t'a posée du coup? En fait, il m'a demandé comment j'allais. Donc avant de savoir si c'était résolu, traité, si on allait redémarrer les systèmes, quand, pourquoi, comment, c'est comment tu vas. Alors oui, ça aussi c'est l'anecdote, oui, il y en a plein des anecdotes, mais en fait il a été embauché la même année que moi à peu près. Moi je n'avais pas à le côtoyer en direct, hein. Et là effectivement on était sur un sujet où ça impactait toute la société. Donc cette relation de confiance, de comprendre qui sont les gens, c'est important. Après quand on n'a pas accès aux gens, c'est de comprendre ou de faire passer les messages par des intermédiaires. Et puis des fois, c'est pas possible. Donc, moi, pendant longtemps, dans mes fonctions de CTO, j'ai très peu côtoyé les gens du COMEX. Mon DSI, effectivement, les côtoyait plus souvent. Et puis, je pense que quand il y avait des sujets, c'est pas je pense, mais c'est une réalité, il faut savoir mettre les experts ou les personnes, les sachants, on va dire, hein, face aux personnes qui se posent des questions. On gagne du temps, il faut de la confiance, effectivement. Et depuis que j'ai cette fonction de RSSI, je suis plus proche des gens du COMEX, de par ces liens aussi humains, ces relations de confiance et de transparence. Effectivement, quand il y a besoin d'aborder le sujet, je vais expliquer le sujet au COMEX, toujours dans un temps restreint. Et ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, on s'accorde avant, hein, on prépare les choses, donc préparer, travailler, c'est important, sur un timing qui est serré. Et très souvent, j'arrive, j'ai 15 minutes, 15-20 minutes pour présenter un sujet. Quand je rentre systématiquement, c'est bon, on est à la bourre. Est-ce qu'on peut faire en 10 minutes pour rattraper le retard? Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne peut pas faire en 10 minutes. Et ce qui se passe naturellement,
c'est que on est à la bourre, mais on ne va pas sacrifier le sujet et on y consacre le temps qui était prévu. Voilà, je vais m'arrêter là, mais cette relation, c'est important effectivement que le comité de direction générale comprenne les enjeux, que nous aussi on comprenne leurs contraintes et leurs enjeux, se respecter mutuellement et puis trouver le compromis qui va bien pour que ce soit équilibré, qu'on fasse du business en sécurisant aussi les choses et les personnes. Top, merci en tout cas. Si on rentre dans le vif du sujet, maintenant sur la collaboration peut-être DSI du coup RSSI, peut-être que je vais me tourner vers toi, Aymeric, pour démarrer. Est-ce que du coup, si on essaie de repenser, peut-être présenter une situation, en tout cas, ou un projet qui s'est très bien déroulé, et qu'est-ce qui fait qu'en fait, et qui nécessite évidemment une collaboration forte avec la cyber, pour toi, Aymeric, en tant que DSI, qu'est-ce qui fait selon toi que ça a bien fonctionné et comment tu as vécu du coup ce type de collaboration quand ça a bien fonctionné? Un sujet que j'ai particulièrement apprécié, où j'ai trouvé qu'on avait de la valeur croisée, et, on s'était grandi l'un et l'autre. On a pas mal travaillé cette année sur les analyses de risque. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet du tout. Et j'ai trouvé, en travaillant sur l'ongle cyber et avec ses outils, son savoir-faire, sa posture, j'ai trouvé ça très inspirant pour les risques au-delà du cyber, parce que dans la DSI, il y a les risques infra, il y a les risques de fournisseurs, il y a les risques de continuité, il y a plein de risques qui ne sont pas cyber. Et du coup, on a développé un programme autour d'une approche service, utile un peu traditionnelle qu'on a, nous, d'aller retravailler avec tous les services owners, travailler sur leurs risques, mais leurs risques cyber, mais aussi tous les risques, y compris les risques sur l'innovation, sur le change de leurs services ou de leurs produits, les risques évidemment d'exploitation, les risques de fournisseurs. Et on a beaucoup élargi voilà, je dirais que pour moi, ça a été vraiment une bonne boîte à outils, quoi. Et quel a été toi ton rôle dans ce programme dont tu parles, par exemple? Comment tu t'es positionné du coup par rapport au Moi, cyber? j'ai plutôt été, on va dire, nous, on était, avec la croissance externe que j'ai évoquée, on est en train de franchir une marche et d'être beaucoup plus structuré, on va dire, sur des approches un peu utiles par service, un peu plus formalisées que ce qu'on avait avant. Du coup, on a beaucoup plus d'honneurs de services informatiques divers, y compris dans les pays, dans les plaques régionales. Peut-être que tu connais ça aussi, quand on rachète et quand il y a des continents lointains, évidemment, il y a de l'ownership qui est plus diffus et tout n'est pas centralisé, ce que je comprends de la majorité des entreprises. Voilà, donc avec cet ownership, nous, on a voulu pousser l'ownership de la maîtrise des risques et que ce ne soit pas que cyber, mais une maîtrise des risques vraiment globale sur les activités, sur les services. Et on a surtout souhaité que la maîtrise des risques, elle soit endogène et portée par chaque service owner, et surtout pas d'avoir un RSSI qui soit un Superman avec un tampon et qui vienne tamponner des pratiques en disant c'est bon, parce que ça commence à être un petit peu ça. Les gens faisaient la queue en disant j'ai un nouveau truc, tu peux me mettre le coup de tampon que c'est bon pour la sécu. Alors on a donné un coup de sifflet et on a dit non, c'est pas comme ça, c'est vous qui portez vos risques, vous portez vos coups sur les risques, et nous on vient éventuellement vous aider si vous êtes des petites structures. Si vous êtes plus gros, à vous de trouver vos moyens, vos consultants, vos salariés, et de porter vos risques. Donc finalement, si je résume, tu avais une partie où tu as structuré du coup l'approche en créant un programme qui va au-delà sur la notion de risque, qui va au-delà du risque cyber, et puis en t'assurant aussi derrière de définir une gouvernance, enfin des rôles et responsabilités du coup avec les différentes parties prenantes de la DSI qui étaient du coup assez responsabilisantes finalement, ce que j'entends. C'est vraiment et pourtant je travaille dans le secteur de l'assurance, donc normalement on risque, on sait ce que c'est, mais en le réentendant par la bouche de mon RSSI et en l'observant dans ses approches, j'ai trouvé ça super inspirant, mais y compris sur des trucs très de méthodologie des équipes IT, de développement, faire du CICD, des tests, tout ça. Quelque part, je leur ai dit arrêtez de parler CICD, personne ne comprend rien en COMEX. Dites que vous maîtrisez les risques de change. Voilà. Donc, et quand on apporte comme ça, je trouve qu'on a une meilleure oreille pour aller chercher des budgets sur de l'architecture, sur des méthodes, etc. C'est une bonne clé d'entrée, quoi. Voilà. Y compris maintenant qu'on a, nous, des partenaires financiers. Le fonds d'investissement au risque, c'est un mot-clé qu'il entend bien, quoi. Et toi, Franck, du coup, dans les collaborations qui fonctionnent avec ton DSI, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dans les collaborations qui fonctionnent, je citerai
La feuille de route, effectivement, la stratégie, parce qu'on la porte ensemble, sur plusieurs axes, plusieurs piliers. Le premier point, c'est la gouvernance. Au travers de ça, dans cette croissance qui est assez forte chez nous, je disais 1000 personnes par an, c'est beaucoup en fait. On fait des acquisitions de tout type, donc il y a des structures, ça va de 20 personnes jusqu'à des sociétés qui font 1000 personnes. Il faut absorber tout ça. Et comment on fait et comment on organise la DSI autour de ça. Donc, dans ces phases d'intégration, ça commence par l'informatique, en fait. C'est les premiers sollicités, donc on est assez en avance aussi en termes d'information au niveau des deals qui vont se faire, parce que très rapidement, les gens ont besoin de travailler ensemble, de collaborer. Donc, du coup, on a développé une méthodologie pour intégrer ces sociétés. Assez rapidement répondre aux contraintes et aux exigences métiers du COMEX. On veut parler, on veut échanger, accéder aux comptes, regarder le pipeline des projets, les prospects qu'on a et tout ça. Et du coup, la sécurité, ça parle à tout le monde. Donc, on a des sociétés, des gens qui ne sont pas de la même culture, ils font le même business, mais ce n'est pas les mêmes contraintes, c'est différent. Par contre, la sécurité, la peur, c'est commun à tout le monde. C'est beaucoup de fantasmes aussi autour de ça, du risque. Et du coup, c'est un moyen de fédérer et donc de faire passer les messages de tout type dans la stratégie de la DSI. Comment on voit les choses, technologiquement parlant, comment on va gouverner, comment on va opérer. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui tournent. On essaye d'optimiser aussi pour notre direction les moyens qu'on a à disposition. Donc, pourquoi aller chercher des tiers maintenant qu'on est capable de faire du 24/24, 7/7 en interne? On va détecter toutes les menaces et tout régler dans la nuit avec nos collègues en Australie ou au Canada. Bref, en tout cas, c'est un sujet qu'on partage ensemble et qu'on met encore une fois, qu'on tente de mettre au mieux au profit des intérêts de la société et des équipes qui nous rejoignent. Donc ça, c'est plutôt un succès. Et puis, je rajouterai là-dessus donner un guide global. Donc, on s'est lancé dans la certification ISO 27001. Je pense que c'est très positif. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est pas tomber dans une norme pour la norme. Donc ça, c'est une dérive. C'est-à-dire que la perception aussi autour de ça, c'est c'est le gars de la Sécu qui vient, parce que dans le règlement, en page 137, il faut faire ci, il faut faire ça, avec des mots, des processus, des procédures qui sont complètement décorrélés de la réalité. Donc ça c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Faut juste le prendre en considération pour donner du sens, encore une fois, à ce qu'on fait. Quand on donne du sens sur un standard international, c'est fédérateur. C'est-à-dire aussi, ça coupe court à certaines divagations de certaines personnes qui mettent en cause la légitimité de l'organisation. Je reviens sur la DSI. Mais pourquoi c'était le mec qui a dit ci, qui a dit ça? C'est pas le mec qui dit. Il y a plein de gens qui travaillent, il y a des référentiels, des normes qui font sens dans nos environnements. Si tu en perçois le sens, tu vois bien que c'est ce qu'il faut faire. Et donc ça a été aussi une réussite, un point fédérateur. Donc on est certifié 27001 depuis l'année dernière. Ça a mobilisé tout le monde. Donc ça, c'est aussi important, parce que l'informatique, tout le monde l'a. Tout le monde a entre ses mains son smartphone, son téléphone. Et puis je reviens aussi sur la sécu, je m'arrête de parler, parce que je suis un grand bavard pour le timing. C'est aussi une complexité dans la sécurité, que ce soit le RSSI ou le DSI. On parle d'un sujet et tout le monde a son mot à dire. Et pour accorder tout ça et pour trancher, c'est pas évident, parce qu'on peut vite tomber dans des conflits de position. Et donc pour moi, d'avoir des référentiels reconnus, ça permet aussi de se sortir de ces situations-là. Et donc de dire aux gens, attends, on va prendre un petit peu de recul, on va dépassionner les choses. Il y a plein de gens qui réfléchissent sur le sujet, il y a des gens qui établissent des standards, et dans ces standards, il y a des choses qui sont pas terribles, mais il y a des choses qui sont cohérentes, sensées, et si tu le déclines et que tu regardes comment on essaye de l'implémenter dans notre système, ça fait sens. Et là, finalement, tout le monde en sort grandi, et puis ce sujet qui est transverse embarque tout le monde, et aujourd'hui, ce que je répète aussi au travers de l'ISO, ce que ça nous a permis de pousser en avant, c'est que le RSSI, il n'est pas juste informaticien. Ça aussi, vaste débat, mais c'est un sujet.
Et en fait, que dit l'ISO 27001 ? Elle dit c'est la sécurité de l'information. Alors, ça a beau être écrit dans notre PSSI depuis longtemps, et c'est ce qu'on fait, mais les gens, ils perçoivent que le RSSI, en plus, il est rattaché au DSI. Dans beaucoup de cas, la théorie pousse ça, la norme et les normes ISO dans la 27001 détaillent l'organisation et dit que le RSSI ne doit pas être rattaché au DSI. Pour des histoires de conflit d'intérêts. La problématique, c'est que, c'est propre à chaque contexte, mais si le RSSI se transforme en fou du roi, comme je l'appelle dans ces organisations, parce qu'il doit être juste à proximité du roi, du décideur, du DG, et qu'il est déconnecté de la réalité, parce qu'il y a quand même beaucoup qui relèvent d'informations traitées au niveau digital, il n'a plus de légitimité vis-à-vis des équipes opérationnelles, techniques. En plus, il ne comprend plus la technique. Moi, je suis ingénieur de formation informatique. Donc, il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que c'est des intérêts communs. DSI, RSSI, et chez nous, cet ISO 27001 a permis de faire avancer tout le monde, à la fois le COMEX, la DSI et le RSSI. Peut-être que tu peux nous en parler. Comment tu aimerais, toi, du coup, que le RSSI réagisse, etc., dans ces moments-là? Il y a une question de ressenti, d'émotion, de peur, de sentiment du risque. Et peut-être pour élargir au-delà de ma position ou de réaction vis-à-vis du RSSI, moi, finalement, j'inscris ça dans une réflexion qui est comment on travaille en même temps. Et on a très bien parlé avec des outils sur lesquels on repose, et c'est pas le café du commerce, c'est pas mon beau-frère m'a dit ça. Enfin, il y a un professionnalisme qu'il faut reconnaître, utiliser, et notamment des sujets sérieux, encore une fois, d'évaluation des risques, de quels risques on mitige, où on met les investissements, quelles actions on priorise. Enfin, il y a des sujets compliqués, et on a besoin d'être outillé. Et il y a toute cette démarche qui est au cœur de la maîtrise des risques. Et en même temps, et c'est ma question, c'est comment on garde aussi un sens du jeu, un ressenti, un relationnel aussi. Peut-être qu'à un moment, dans mon COMEX, il faut que j'arrive avec ma matrice très précise, puis après que je vais manger avec les membres du COMEX, ou je vais au café. Et puis finalement, il y a autant peut-être de choses dans la co-construction, dans le dialogue, dans la capacité à se comprendre qui passent. Moi, j'étais hier dans une réunion de ce sujet, enfin, je ne vais pas vous la raconter, mais c'était un peu ma conclusion avec mon DG de rattachement. C'était qu'on partait sur des trucs très boîte à outils, investissement et tout, qui est dans son cadre de réflexion standard. Il fait ça toute la journée. J'ai des projets, je décide d'investissement, et ça, il sait très bien faire. Mais à côté, le culturel, comment on fait pour que les équipes aient certaines postures et tout, c'est à mon avis presque aussi important. C'est que sur le gut feeling, le ressenti, on n'a pas toujours la même appréciation des risques. Et je pense qu'au fond de lui, il n'avait pas la même approche, il n'avait pas la même approche du risque et le même ressenti que moi. En tout cas, c'est une source de malaise pour moi, qu'on n'arrive pas toujours à être aligné, à partager la vision. Et peut-être inversement, que lui, il y a des situations où il dort mal parce qu'il voudrait plus de moyens de ma part. Mais voilà, en tout cas, il y a un petit... On va laisser Franck réagir sur... En tout cas, dans mon expérience subjective et personnelle, j'ai des problèmes, moi, de désalignement sur des situations que je considère comme à traiter avec une certaine urgence. Pour terminer sur ton point, qu'est-ce qui te rassurerait, toi, de la part, du coup, en l'occurrence du RSSI, quand tu te projettes dans une situation comme ça où tu aimerais que... Moi, si j'ai une baguette magique, c'est presque... qui viennent me voir le matin et qui me donnent exactement l'information que j'ai lue sur Twitter la veille dans mon lit, en me disant « j'ai vu ce truc-là, ça craint, Aymeric, j'ai pris les mesures » et voilà. Enfin, voilà. Donc vous avez compris, évidemment, je ne résume pas le travail du RSSI à la gestion d'urgence, et j'entends tout le travail de fond, je respecte de gouvernance, mais néanmoins, quand il y a un truc très troué, et on a tous vécu, et ça fait partie aussi du quotidien, et puis... Voilà, moi, je ne vous ai pas raconté. Évidemment, comme tout le monde, j'ai connu des incidents. On a eu des cryptozones, on a eu des incidents de cyber. Donc, ça fait partie de la vie du quotidien. Il y a un incident grave. On a tous eu autour de nous. On sait que ça peut arriver. Donc, voilà, si peu, quand j'ai une inquiétude, venir me rassurer de manière un peu plus rapide. Alors, quand tu entends ça, Franck, du coup, est-ce que ça te fait dire? Ouais, je reviens sur le fondamental dans cette ère d'intelligence artificielle. Alors. Sur les relations humaines, se comprendre et la confiance. Après, je vais faire des analogies avec des choses de la vie courante. Je vous disais en introduction que je viens de Grenoble. Des fois, on dit que je suis un peu un ours des montagnes dans ma caverne. Mais je suis passionné de montagne.
Et je fais l'analogie à quand on part faire une course en montagne. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la randonnée, on va dire c'est une course, hein, mais ça peut être de l'escalade, de l'alpinisme. On part, on est en groupe, c'est similaire, et il y a un guide, ou en tout cas il y a un leader. Et ça, c'est défini à l'avance. Donc anticiper les choses, c'est important pour pouvoir gérer dans la crise ou les situations d'urgence. Après, quand on se retrouve donc en montagne dans une situation critique, c'est défini qui va prendre la décision. Et donc, on ne sait pas forcément, je pars avec un guide, mettons, c'est un guide, j'ai des copains qui sont guides, c'est eux qui vont décider parce qu'ils ont l'expertise. Donc on est copains, je ne les paye pas, ça c'est cool. Mais du coup cette relation elle est présente. Ensuite, un guide de montagne, il est guide tout le temps. C'est-à-dire que quand il part en loisir avec sa famille ou avec ses copains, il a des responsabilités parce qu'il a le savoir, la connaissance et l'expertise. Donc nous, il n'y a pas photo, hein. Quand on part, c'est pas moi qui suis guide, c'est pas moi qui vais décider de gérer dans la crise. Et après, je fais ce qu'on me dit. Et j'aimerais effectivement comprendre pourquoi on fait ça. Mais je sais que j'aurai l'explication plus tard, ou bien je l'ai eu avant. Et donc, sur le moment, je ne me pose pas de questions. Ça exécute, je suis le guide. On va pas là, ah bon, mais regarde, c'est super et tout. Non, mais on va pas là. Pourquoi? Et là, tu bouges, tu te tais, tu avances, et après, tu découvres que si tu passais là, tu tombais dans un sérac et puis qu'on ne te retrouvait pas. Donc, il y a ça. Après, dans les situations aussi d'urgence ou d'incident, je vais prendre quelque chose que tout le monde connaît. Alors, je vous incite à faire la formation de premier secours, si vous ne l'avez pas fait. Moi, pendant des années, toi, tu sais pourquoi. Ça se tiendra au secret. Pendant des années, j'ai dit, oh, je la ferai. Et puis, pendant des années, je ne l'ai pas faite. Et puis, je l'ai faite. Je suis bien content. Mais ce qu'on apprend déjà, la première chose, c'est éviter le suraccident. La première chose qu'on apprend. Donc, il y a une situation critique. Quelqu'un est en train de faire un arrêt cardiaque, par exemple. Là, hop, il y a quelqu'un qui tombe et tout ça, quoi. Déjà, avant de secourir la personne, est-ce que moi, je suis à l'abri, je suis en condition pour le faire? Donc, ça peut provoquer de l'incompréhension. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tombe, qui est asphyxié ou je ne sais pas quoi, et je ne réagis pas tout de suite pour le secourir. Mais pourquoi? Je ne cède pas à l'urgence ou à la panique. Est-ce qu'il n'y a pas un gaz toxique qui est par là? Est-ce que moi-même, je ne suis pas en train d'être contaminé? Et le nombre d'accidents se transforme en suraccidents pour ces raisons-là. Donc voilà, c'était quelques images pour illustrer, et j'en reviens sur le pilier fondamental, c'est-à-dire qu'on anticipe, on se prépare, et si on fait confiance et qu'on sait qu'on a l'expertise, et ce n'est pas le RSSI qui a lui tout seul l'expertise, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, ce n'est pas un Superman comme tu le disais tout à l'heure, mais il y a des équipes, des choses qui sont en place, il connaît son métier et les gens qui l'entourent aussi, et donc effectivement je ronge un peu mon frein. Je suppute qu'il a ses raisons d'agir. Des fois, il se trompe, hein, mais je ne vais pas partir sur le postulat qu'il ne maîtrise pas son sujet, qu'il va faire des erreurs, et je patiente. Et après, c'est important côté RSSI, effectivement, d'expliquer, avant crise ou post-crise, s'il n'a pas eu le temps d'expliquer pendant la situation d'urgence pourquoi il prenait telle et telle décision, de clarifier les choses avec les membres de son équipe. Et donc, je mets bien le DSI et tous les gens qui l'entourent. Ok, merci pour ces témoignages. Peut-être pour continuer sur le sujet là, que vous évoquez finalement en fond, ça me fait penser notamment à la définition des rôles quelque part et des responsabilités et surtout de qui finalement porte le risque cyber d'organisation. Alors, pour le moment, on a pas mal parlé de la situation là d'urgence ou d'incident, mais peut-être même d'une manière générale, quoi. Comment ça se passe finalement dans votre quotidien, dans votre organisation et qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter du coup finalement de qui est censé porter le risque cyber et comment ça se passe dans vos organisations? Ouais, je réponds tout de suite, Ouais, je te laisse Franck, la parole après, hein. ouais. Pour rester dans l'image. Hein. Un gars dévisse en montagne, il se tue. Qui est responsable? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il a pris les conditions météo? Est-ce qu'il s'est équipé? Est-ce qu'il était préparé? Est-ce qu'il a pris un guide? Est-ce que c'est le maire de la commune parce qu'il aurait dû mettre un panneau? Et quand bien même, qui est responsable? Vaste sujet. Je te laisse la parole, Emma. Merci. Alors, moi, je vais peut-être plus témoigner sur comment fonctionne ça se passe chez vous, chez nous, parce que la théorie, je ne la connais pas. En tout cas, et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on appelle ça le yin et le yang. Hein, il y a une partie
Alors je sais jamais lequel est yin et yang, mais enfin globalement chez nous ça veut dire que pour faire de l'IT il faut des règles, des trucs qu'on dure et puis du lien et de la discussion. Il faut pas que tous ces sujets de risque et d'affectation, ça peut être assez crispant dans les organisations, et puis ça peut être la patate chaude, quoi, et les gens peuvent être très crispés parce qu'ils ont l'impression qu'on veut leur donner la responsabilité d'un risque, et ça crée beaucoup de tensions, et donc ça coupe la communication, la capacité d'échange, etc. Donc nous, c'est une préoccupation dans l'orga. On est plutôt en train de changer l'orga. C'est un peu un palier de croissance, donc on sépare plus des activités de gouvernance et des activités opérationnelles qui étaient plus unifiées avant. Et globalement, la ligne directrice qu'on s'est donnée, c'est celle que c'est que les risques sont endogènes dans les porteurs de services. Alors après, chez nous, on a des entités qui portent des services informatiques ou d'information. Je suis OK avec toi de dire qu'il y a le système d'information et il y a l'information, il y a deux sujets qui sont distincts. Et en fait, nous, on a des entités qui sont de taille assez importante, assez pro, et avec des moyens, et globalement avec ces entités-là, on va venir plutôt en gouvernance et on va venir plutôt exiger qu'ils se mettent à niveau et qui gèrent leurs risques, y compris cyber, de manière la plus autonome possible. Aujourd'hui, je pense que le gros sujet qu'on a, c'est pas un sujet général, c'est notre niveau de maturité. Moi, je pense que l'autre sujet majeur, c'est d'amener les risques aux bons interlocuteurs et au bon endroit, et l'aiguillage des risques. Alors, pour illustrer, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais j'ai une anecdote. Un des sujets que beaucoup d'entre vous et qu'on a c'est la souveraineté. On a des trucs américains, et donc on se pose aussi la question. Et alors, moi j'ai trouvé ça illustratif parce que chez nous, on s'est aperçu qu'il y avait des architectes ou des développeurs. Ils faisaient des développements sur le cloud, mais un peu dans leur côté et un peu en mode shadow. Ils essayaient de finalement prévoir des technologies multi-cloud, de pouvoir se ramener on-premise. Voilà. Et en fait, ça augmentait un peu le coût de leur projet, quoi, finalement, et c'était un peu plus compliqué. Et finalement, ils prenaient à leur niveau une décision de maîtrise d'un risque qui était finalement, est-ce qu'on se protège contre un potentiel kill switch américain, des plateformes américaines, mais qui n'est pas du tout un risque à prendre par le développeur lambda, parce que lui, il l'aurait peut-être fait sur son projet, mais à côté, on a tout 365, on a messagerie, on a Teams, on a Entra ID, donc ça arrive à rien de gérer le risque dans son équipe projet à lui, et c'est clairement un risque qu'il faut remonter pour nous en direction générale et avec le fonds d'investissement, de dire comment vous le sentez vis-à-vis du risque géopolitique américain. Et donc voilà un exemple où si le risque n'est pas orienté, fléché et amené au bon endroit, on a des gens qui prennent un ballon qui est clairement pas le leur, ça fait des dépenses qu'on ne comprend pas, et d'autre côté c'est pas géré. Voilà. Donc moi j'en suis un peu là à essayer au-delà des systèmes d'identification de risque et des traitements de risque, d'avoir un système d'aiguillage. Et donc vous faites évidemment, comme vous avez écouté avec attention, la jointure avec ce que je disais tout à l'heure, que quand j'aiguille vers mon COMEX, il y en a, ils me disent donne-moi les 3 top risques, et puis il y en a, ils veulent pouvoir avoir un détail extrêmement précis, parce qu'ils sont beaucoup plus analytiques. Donc voilà, avec cette difficulté de dire quand j'aiguille certains traitements ou décisions de risque vers le COMEX, quelle est la granularité? Je trouve que ça a compliqué aujourd'hui, c'est vraiment mes questions d'aujourd'hui. Et inversement, il ne faut surtout pas tout évidemment envoyer vers le COMEX. Il y a plein de risques qui doivent être traités par l'architecte, par le développeur. Chacun doit avoir aussi une capacité à gérer ces risques, parce que sinon tout le monde est paralysé avec un parapluie. Donc comment je fais pour décider quel est le bon niveau de traitement des risques? Comment je fais pour que un risque il soit aiguillé vers le bon interlocuteur? Je trouve ça assez compliqué, quoi. C'est une question qui restera peut-être encore en suspens un petit moment. On va arriver au bout de notre discussion, peut-être en guise de conclusion. Franck, je vais te redonner peut-être la main. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu as vraiment besoin finalement d'un DSI pour tenir toi dans la durée? Je te poserai la même question évidemment. Oui, dans l'autre sens. De moyens. Voilà, donc ça c'est très clair. Je le dis parce que je pense qu'on va quand même dans le bon sens.
En 2022, quand j'ai pris cette fonction, il y a un rapport qui est international qui est sorti sur la profession informatique, donc tous les jobs d'informatique, quoi, qui disait que la fonction qui était la plus critique, où il y avait le plus de burn-out et de suicide, c'était le poste de RSSI. C'est pour ça qu'il y a l'élu. Exactement. Donc les gens m'ont dit, mais t'es fou. J'ai dit, mais non, ça va bien se passer. Je pense que tout le monde avait enclenché ça, avait pris conscience du fait que le RSSI, en plus en France, le terme est vraiment très mal choisi, hein, je le dis. Le R, c'est risque, c'est responsable du système, de la sécurité du système d'information. Comment un gars peut être responsable de tout le système, de la sécurité, tout ça? C'est vraiment un problème, hein. Donc je préfère le terme CISO en anglais. Chief Information Security Officer, c'est mieux, quoi. Pourquoi je disais ça? Je suis en train de digresser. Ouais, on est sur la conclusion, on est sur la conclusion. En quelques mots, Franck. Donc, De quoi tu as vraiment en besoin quelques mots, voilà, c'est ça. En quelques Donc on mots, a compris, il y avait des moyens. en quelques mots, des moyens. Et donc aujourd'hui, Je pense qu'on va aborder d'autres sujets. Il y a une équipe, voilà. Les moyens, c'est ça, des moyens humains. Après, il y a de l'outillage, mais que la personne ne se retrouve pas toute seule pour répartir les risques, pour prendre les décisions, effectivement, des moyens humains. Et chez nous, c'est ce qu'on a en place, hein. Donc, voilà. En termes de conclusion, je dirais ça. Consolider les équipes et faites confiance aux personnes, sélectionnez bien les personnes avec qui vous allez travailler. Émeric, un mot de conclusion pour toi. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ton RSSI, finalement, Ouais, pour pouvoir, d'abord, moi, en résonance, je trouve que c'est un métier difficile parce que finalement, c'est un métier où on peut faire du mieux qu'on peut et se trouver quand même dans des situations de crise où parfois sa responsabilité peut être plus ou moins mise en jeu suivant le niveau d'interlocuteur qu'on a et la posture notamment des directions générales. Humainement, je trouve ça assez dur, sans parler évidemment du stress du quotidien, des alertes. Moi, ce que j'attendrais dans ce tableau, c'est quelqu'un qui sait bâtir la confiance, en fait, de la confiance qu'on a dans un système contingent, on fait du mieux qu'on pouvait, et effectivement, parfois, ce serait peut-être insuffisant, un risque va peut-être réalisé, mais ce que je veux pas, moi, c'est qu'on ait une crise et qu'après, ça se transforme en règlement de compte, quoi. Donc, comment on fait pour finalement être relativement à l'aise si une crise majeure devait arriver, quoi. C'est ça la question. Merci, messieurs, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis attentivement. Alors, je ne sais pas si peut-être il y a des questions ou des remarques ou des témoignages peut-être complémentaires par rapport à tout ce que vous avez entendu ce matin que vous voudriez partager. C'est le moment, avant d'aller après reprendre un café et de continuer l'échange, évidemment, mais voilà, vous avez des choses à partager. Et pour tous les deux, comment vous gérez le dilemme entre innovation, vitesse de déploiement et sécurité résilience? On peut prendre le sujet de l'IA, par exemple, dans l'innovation. C'est la suite. Ah ouais. Alors, je me lance, hein, sur cette question vaste. On essaye de résoudre les problèmes assez souvent cybersécurité en rêvant d'une nouvelle technologie qui va tout régler. Encore une fois, c'est comme essayer de simplifier un problème complexe. La technologie ne va pas tout régler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en conclusion, hein, d'avoir, en tout cas à date, j'y crois, en 2026, hein, d'avoir des personnes qui réfléchissent autour de ça. Après, ce qu'on voit aussi, hein, c'est que aujourd'hui, on se dit, en termes de sécurité, hein, revenir à des méthodes anciennes ou ancestrales peut être aussi une source de sécurité. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. J'ai pris juste le premier mot, hein, sur la technologie. Oui, il y a des avancées technologiques qui apportent de la sécurité. Il faut regarder encore une fois dans le contexte, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça apporte vraiment de la sécurisation, quoi? Et c'est un équilibre. Si je prends par exemple des méthodes pour sécuriser l'accès à l'information ancestrale, hein, tu mets tout dans un bunker, tu fermes tout à clé et tu mets dessus un OS, ce que tu veux, qui est complètement obsolète avec plein de failles de sécurité, ça va fonctionner. Donc les mesures de sécurité ne sont pas technologiques, elles sont organisationnelles, humaines, physiques, ici, sûreté, mais pas du tout technologiques. Et tu aboutis à une sécurité de ton information qui peut correspondre au niveau de sécurité que tu attends. Donc c'est un équilibre, tout ça, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, la technologie, il y en a peut-être plus qu'avant, quoique. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment changé, quoi. Et après, c'est encore une fois, le point essentiel, c'est
quel est ton contexte, quel est ton environnement, où sont tes biens de valeur, qu'est-ce que tu dois protéger, mettre des priorités dans tout ça, et quels sont les moyens dont tu disposes. Donc c'est un élément finalement entre la modélisation de ton environnement et puis avec les moyens pour pouvoir faire les bons focus quoi, au bon endroit. Ok. Émeric, Alors, évidemment, c'est un vrai sujet pour tout le monde, notamment l'IA, quoi. Alors, 4 éléments d'éclairage, c'est peut-être pas exhaustif, mais comment on gère? Il y a une partie où nous, on va commencer par le plus simple, on achète finalement des solutions packagées avec la sécurité. Enfin, si je parle de Microsoft Copilot, vous avez tous Microsoft évidemment à pousser ça en vendant le package innovation plus sécu, je signe un chèque et puis je suis censé avoir une approche à peu près drivée. Mon premier sujet. Deuxièmement, sur les aspects de développement, aujourd'hui, nous, sur les projets qu'on fait, on avance pas à pas et finalement dans des environnements assez cloisonnés. Donc, je dirais que la sécurité, elle vient aussi du fait qu'on a su faire un cœur nucléaire quand même assez isolé, on n'en met pas de partout, donc ça marche. Et à côté de ça, troisième éclairage, nous on a un comité sécurité et IA, donc on a des équipes. Et donc en fait, on se réunit assez souvent. Un dernier éclairage, les équipes plutôt IA, ils imaginaient qu'on allait venir et qu'ils allaient nous présenter leurs travaux et qu'on donnerait encore une fois un coup de tampon, bon ou pas bon. Donc moi j'ai vraiment donné un gros coup de sifflet là-dessus. J'ai d'écouter la boîte, on est 5000, ceux qui comprennent à peu près l'IA, on est 5 là autour de la table. Donc moi j'ai besoin du cerveau de tout le monde, ça change dans un foisonnement pas possible. Donc si on veut, notre enjeu c'est un apprentissage collectif, d'échanger ce qu'on a vu, d'échanger nos idées et d'essayer d'être ceux qui comprennent à peu près ce que c'est que la sécurité de l'IA d'aujourd'hui mais aussi de demain. Et donc on a ce comité IA, sécurité IA, on vient plus partager des articles, des choses qu'on a vues, de la réflexion et essayer de monter ensemble en maturité parce que moi je suis persuadé que les périmètres de sécurisation qu'on a aujourd'hui, ils sont sans commune mesure avec la sécurisation de l'IA dans un monde de demain. Un exemple illustratif, je pense que dans 2 ou 3 ans, on va avoir du Edge IA sur tous les devices, enfin on va en foutre de partout, donc comment on fait ça? Comment on regarde tout ça? Je trouve que c'est ça l'enjeu. Comprendre. Arriver à mettre les bons experts, travailler dans du rituel. Des boîtes à outils, des principes, des modes de pensée. Il y a la règle de 2 sur 3. Enfin bon, peut-être pas tout, mais voilà donc 3 dispositifs autour de la sécurité et IA qu'on a chez nous. Oui, bien sûr. Quels sont les différents secteurs en interne que vous allez utiliser, alors soit pour sensibiliser, mais plutôt pour convaincre votre top management, pour pouvoir faire avancer vos différents sujets. Je prends un exemple très concret. Actuellement, quand on travaille avec différentes grosses structures, j'ai parlé du sujet de l'IRN, on en a parlé il y a 2-3 semaines, ils vont utiliser ceci comme un vecteur interne pour pouvoir faire avancer divers sujets. C'est-à-dire avec le scoring IRN, on va avoir un score de 500 sur 800 par exemple, etc. Et ça va permettre au top management de pouvoir se comparer avec leurs différents concurrents et surtout d'avoir une certitude si jamais ils sont auditionnés, on leur demande de venir devant l'Assemblée ou le Sénat. Et donc du coup, ça leur permet justement de faire rentrer différents sujets tels que faire rentrer de l'open source, etc., etc. Donc quels sont vous en interne les mots marqueurs qui vont matcher de votre côté et quels sont de ton côté, du coup, ceux que toi tu penses utiliser qui vont fonctionner? Ce qui a le plus convaincu, c'est que notre principal concurrent, c'est pas un gros crypto, et soit à l'arrêt, quoi. Et puis, ce que tu disais, c'est un sujet technique, on a 10 minutes dans le COMEX, les gens, ils ont un niveau d'intérêt plus ou moins important. Ils disent, l'informatique, faites tourner le truc, vous êtes un service support, enfin, il y a un peu toute cette pensée-là. Donc la pédagogie, avec toutes ces contraintes-là, elle est quand même très très compliquée, quoi. Donc voilà, encore une fois, on a nos grilles et tout, et puis après, si on peut aller boire le café, essayer de faire passer une idée ou deux, moi ça passe, c'est pas super satisfaisant, mais on trouve des interstices comme ça, quoi, globalement. En tout cas, il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce que je peux constater dans les discussions avec le COMEX, quand même. Ou des ambassadeurs, quoi, trouver dans le COMEX celui qui a à peu près une écoute, une compréhension, qui lui peut-être va le reformuler avec ses mots ou porter un message, quoi, ou faire des alliances, quoi. C'est très c'est quantifier le coût d'une journée
de production. Ça, C'est vrai. ils l'ont bien. Enfin, on n'a pas besoin de leur calculer. Un éclairage risque sur des décisions à prendre avec des coûts d'interruption de la production. Et ça, c'est quand même des éléments qui sont absolument essentiels. Ouais, en fait, le truc, c'est quels sont leurs centres d'intérêt. Encore une fois, c'est quoi le centre d'intérêt du COMEX? Mais si on prend des valeurs communes, juste, je te laisse poser ta question, c'est le business. Donc, moi, pareil, voilà, je te dis, avant, j'étais dans le service pendant des années. Donc, la vente, le commerce, tout ça, faire tourner une boutique. Là, j'y reviens, finalement, je rajeunis avec le temps, là. C'est super. C'est l'intérêt business. Donc, nous, typiquement, dans l'ingénierie, je fais partie donc on a un groupe de travail là au Syntec, donc c'est la convention de l'ingénierie. A été créé un GT cybersécurité il y a 2 ans. Donc je suis un peu actif là-dedans. Pourquoi? Parce que mon directeur général est directeur de la commission digitale du Syntec. Donc on partage entre la profession, du coup là je me rapproche du business, là c'est l'ingénierie, de quoi on parle et tout. Ok, très bien. C'est quoi les enjeux? Ce qu'on s'est dit il y a 1 an et demi dans ce groupe de travail, c'est que pour l'avenir de la profession, donc le cœur du business, ceux qui ne seraient pas certifiés ISO 27001 auraient beaucoup de mal à faire du business. Donc ça, dès que tu parles business, si c'est stratégie business, c'est quand même, ça fait de l'écho. Donc ça c'est ce que je cherche aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt business chez nous? Donc on est ISO 27001 sur un certain nombre d'entités, pas toutes. En décembre dernier, donc on présente le bilan de l'année. Ok, on est certifié ISO 27001. Qui est intéressé? Tous les mecs du COMEX lèvent la main. Tout le monde veut être certifié ISO 27001. Mais du coup, arbitrage, on va trancher. Je reviens aussi sur la légitimité. Qui va trancher? En DGNI, c'est le CISO qui va trancher. Ok, en étudiant avec des gens, et on va travailler tous ensemble. Donc ça, c'est important. C'est quoi l'intérêt business à être certifié ISO 27001? Parce que ça a des coûts, c'est ce que tu dis. Donc aujourd'hui, tu as des clients, tu réponds à un appel d'offres en ingénierie, tu es certifié ISO 27001? Oui, non. Si tu l'es, c'est bon, je te dispense de 90 questions. Ensuite, si tu l'es, et là on le voit, j'avais un cas hier, pas compliqué, ça pèse dans la note de ta réponse à l'appel d'offres. Donc hier, c'est un appel d'offres qu'on a gagné. Donc il y a quelques mois en arrière, ils sont venus nous voir, on répond à un truc, il y a des questions cyber, on ne comprend rien et tout, machin, ainsi de suite. Après, ce contexte-là que j'ai hier, c'est pour une entité étatique. Ok, donc on fait de l'ingénierie, on conçoit des bâtiments, je vous laisse imaginer ce qu'on conçoit comme bâtiment et qui peut nous mandater sur ce truc-là. Du coup, effectivement, il y avait une pondération pour gagner ça. Ils ont gagné hier, ils disent, bon, maintenant on a le client jeudi, donc c'est demain. Et ils vont nous challenger, il faut écrire des plans contractuels de sécurité, des plans d'assurance sécurité. On est perdu dans le jargonus, eux-mêmes ne savent pas vraiment parce qu'il y a un consortium autour de tout ça, quoi. Mais on y est dans le cœur qui fait vibrer ta direction générale et tout, c'est que si tu n'es pas compétent sur le sujet ou que tu n'as pas amené les éléments de réponse, tu perds des parts de marché. Donc on le voit. Donc là, après, c'est aussi le retour d'expérience. Pour n'importe quoi. On est là pour, voilà, déjà fatigué, pour partager un peu avec vous. Voilà, le retour d'expérience, ça, il faut le mettre aussi en pratique. Tu as essayé de dire que tu étais important pour le business. En fait, tu as cassé les pieds à tout le monde parce que tu as mis des procédures ISO, je ne sais pas quoi, avec des processus qui sont inapplicables dans la vie de ton quotidien, de tes équipes. Du coup, là, tu es un bouffon. Là, c'est le fou du roi que je disais. Tu es vraiment un bouffon. Tu comprends rien au métier, tu comprends rien à la technologie, ni à l'organisation, tu n'apportes rien, tu es un frein au business. Il faut lutter contre ça. T'en tires le Rex, tu as été mauvais, on t'a fait confiance, tu as entamé la confiance, il faut regagner cette confiance. Tu fais différemment, tu amènes quelque chose au business, ils gagnent des affaires, ils gagnent du pognon. Accessoirement, moi je ne vais pas vendre, ça c'était ma vie d'avant. C'est eux qui vendent et c'est eux qui me payent, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider dans leur quotidien? Et ça parle, quoi. Oui, moi j'ai une remarque, c'est toujours très intéressant ce qui est changé là, mais ça fait 30 ans qu'on entend ça, cette dualité DSI, RSSI. Et ma première remarque, c'est derrière RSSI, le métier d'aujourd'hui, il n'est pas celui des années 2000, par exemple. Ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, je vais un peu dans le sens de ce que vous disiez,
Je pense que le modèle d'organisation, premièrement, c'est celui qui va bien à la boîte. Il n'y a pas... Enfin, je ne crois pas du tout au truc l'ivresse qui dit ça doit être comme ci, comme ça. Si ça marche dans la boîte, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Et il ne faut pas avoir de dogme sur ce sujet-là. Après, il y a un effet balancier, c'est ma troisième remarque. Je pense que plus la maturité est là, plus la fonction ciseau s'éloigne de l'IT. Mais attention au risque, plus elle s'éloigne, plus elle perd la prise sur l'opérationnel. Mais parfois c'est souhaitable, mais il faut accepter la contrepartie. Enfin, il y a une espèce de schizophrénie permanente là sur ce sujet-là. Donc il faut gérer ça. Troisième remarque que je voulais faire, je suis bavard, mais je vais essayer d'être synthétique. Je pense qu'en 2026, convaincre son COMEX, c'est plus le sujet. Ça. Je vais prendre un exemple très opérationnel. Active Directory, sa sensibilité, sa sécurisation, sa résilience. Et, putain, pour expliquer à un COMEX à quoi sert Active Directory, pourquoi c'est important, c'est pas leur sujet, alors que c'est majeur. Alors ils ont bien compris que c'était un truc majeur, qui était quelque part au fin fond du data center ou externalisé dans le cloud, que sais-je encore, mais leur expliquer le détail, c'est pas leur sujet. Le problème, c'est qu'on va tomber sur un geek qui a lu un article dans je sais pas quelle revue et qui l'a plus ou moins bien intégré, qui va poser une question deep dive, qui va péter toute la présentation. Enfin, c'est exactement ça. Non, mais je me retrouve bien, je voulais aller dans ce sens-là. Et du coup, je pense que, premièrement, l'engagement et la réussite de la boîte, c'est bien staffé. C'est les gens qui comptent. Les technos, elles changent toutes les semaines. Voilà, c'est bien staffé. Donc la fonction CISO, ou RSSI, si on veut revenir à un truc un peu plus ancien, le plus important, c'est de trouver la bonne ressource. Et la bonne ressource, c'est pas l'hyper spécialiste du firewall ou l'hyper spécialiste de la norme, machin, ou je sais pas quoi. C'est un peu les deux. Et le CISO, il doit parler le firewall avec l'administrateur firewall, ça à son niveau de compréhension, effectivement, mais il doit parler aussi au COMEX. Et s'il a le même langage en COMEX qu'il a avec l'administrateur firewall, bah, dans ce sens-là, ça ne marchera pas, mais dans l'autre sens non plus. Hein. Donc, voilà, et je pense que le facteur clé, je le redis parce que je pense fondamentalement que c'est majeur, il faut choisir la bonne personne. La bonne personne. Et c'est ce qui prime. Et les boîtes qui se trompent, bah, le paye un jour ou l'autre. Hein. Puis voilà. Et puis dernier point, quand on a un incident, alors nous on est un grand groupe comme vous, peut-être un peu plus gros même. Des incidents, on en a tous les jours. Donc si à chaque incident on monte au COMEX, le machin, le truc, on va être celui qui crie au lot tout le temps. Puis à la fin ils nous entendent plus. Et quand il y aura le vrai truc où on a besoin d'eux, bah ils seront pas là. Enfin, je caricature un peu le propos, mais c'était ça. Voilà. Donc c'était les remarques. En rebond de ce que vous avez dit, mais je suis relativement aligné. Ah ouais, c'est ce que j'entends, ça fait écho. Hein. Oui. Je suis attaqué par un moucheron, excusez-moi. Bon, voilà, c'était quelques réflexions personnelles. J'ai écouté l'ambiance. Non, peut-être. C'est bien en ligne, en tout cas, avec la perception qu'on a. Ouais. Mais écoutez, merci à tous en tout cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette interview. Et puis pour ceux qui ont encore le temps, on peut continuer à discuter autour d'un café. Je vous propose de retourner à la cuisine. Voilà. Merci à tous. En tout cas.